Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Dans l'épisode du jour, j'aimerais aborder avec vous les objets hantés. Mais si on s'y penche ne serait-ce que 2 minutes, on se rend compte qu'il y en a tellement qu'une saison entière de podcasts uniquement sur ce sujet ne suffirait même pas pour tous les évoquer. Nous sommes même arrivés au point qu'un nouveau marché d'objets hantés s'est doucement mais sûrement créé une place sur les plateformes de vente en ligne. C'est justement devenu la spécialité de Kat Blowers, une Américaine qui vit dans l'Arizona. Depuis plus de 10 ans, elle tient une boutique spécialisée dans la vente d'objets hantés qui est un vrai business familial puisqu'elle partage les tâches entre son mari et ses 2 parents. Au tout début, Kat vendait des objets de seconde main, sans nécessairement évoquer une quelconque hantise que pouvait avoir l'objet. Puis, lors d'une vente aux enchères, Kat a acquis l'intégralité d'une maison dont la propriétaire venait de décéder. Elle s'est alors retrouvée avec des centaines de poupées, des trucs de sorcières, des fioles remplies d'animaux morts, des ossements et de nombreux objets plus insolites les uns que les autres. Sans prêter réellement attention à ce qu'elle venait d'acquérir, Kat a commencé tout naturellement à vendre une à une les poupées qu'elle venait de récupérer. Mais quelques semaines après, les acheteurs qui venaient de s'offrir une poupée sur le site de Kat ont commencé à se plaindre de leurs achats. Ils avaient tous la sensation que quelque chose d'anormal se passait. Et puis, une acheteuse en particulier a clairement dit que la poupée qu'elle venait de recevoir était hantée. C'est comme cela que tout a commencé pour Kat et son aventure de vendeuse en objets hantés. De fil en aiguille, l'Américaine va alors commencer à analyser le stock de poupées qui lui restait. Et épaulée d'un démonologue et différents outils de communication et divination, elle a passé en revue les poupées les unes après les autres et en a fait sa spécialité. Elle a alors mis au point son propre protocole pour déterminer le niveau d'énergie des objets qu'elle vend. Et si cette énergie s'avérerait trop négative, elle préfère ne pas vendre l'objet pour plus de sécurité. Parfois, Kat ainsi que son équipe passent plusieurs mois d'analyse sur le même objet pour donner un maximum d'informations aux futurs acheteurs, comme avoir le nom de l'esprit qui serait lié à l'objet, la façon dont celui-ci est décédé, mais surtout pour s'assurer que l'esprit lié à l'objet soit amical. Bien sûr, il lui est arrivé d'identifier des esprits plutôt maléfiques lors de ces analyses, dont un objet qu'elle se souvient particulièrement et qu'elle a baptisé sans nom. Pour elle, il fallait définitivement mettre cet objet dans une maison abandonnée pour toujours, ou bien même le détruire. Kat peut également évaluer votre propre objet si vous pensez que celui-ci puisse être hanté. Mais il faudra faire preuve de patience, car la liste d'attente avant que Kat se penche sur votre dossier est de 2 ans et demi. En tant qu'enquêtrice en paranormal, ma croyance dans le fait qu'un objet puisse être hanté est réelle. Pour autant, ils ne sont pas tous liés à un esprit démoniaque qui ne vous veut que votre mal. Mais il faut bien comprendre que si durant notre vie, nous avons aimé et chéri un objet qui est important à nos yeux, il n'est pas impossible que l'on puisse ensuite garder un lien avec cet objet dans l'après-vie. Je vous conseille d'ailleurs de toujours purifier les objets que vous achetez en brocante, car vous n'avez aucune idée de la vie de l'objet dans son passé. Et cet aspect est très important, puisque si on découvre qu'un objet a été fait dans l'unique volonté de faire du mal ou de punir son futur acquéreur, personnellement, je ne prendrai jamais le risque de posséder cet objet. Je vais vous donner l'exemple d'une commode qui se trouve aujourd'hui dans un musée du Kentucky aux États-Unis. Nous sommes alors en 1830,
dans le Kentucky, où réside la famille fortunée des Graham. Jérémia, le père de famille, demande à Rémus, un des esclaves de la maison, de lui construire une commode pour son fils qui va bientôt naître. Rémus exécute la demande de son maître, mais malheureusement, le rendu n'est pas à la hauteur des attentes de Jérémia. Pour se venger de cette disgrâce, le père Graham roue de coups Rémus et ce dernier va mourir sous l'avalanche des frappes de son maître. C'est alors que les autres esclaves de Graham, choqués de la mort d'un des leurs, vont récupérer quelques gouttes de sang de Rémus pour le mettre dans les joints du meuble afin de lancer une malédiction contre toutes les personnes qui viendraient à utiliser cette commode. Au total, ce sont plus de 18 personnes qui vont mourir au fil des ans après avoir mis leurs vêtements dans le meuble. Le premier de cette funeste liste sera bien sûr le fils de Jérémia Graham, alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson. S'ensuit son neveu, Jonathan, qui meurt à son 21e anniversaire, tué par sa servante. À la suite de cela, la mère de Jonathan, Amanda, entrepose la commode dans le grenier, car elle prend trop de place dans la maison. Quelques années plus tard, la sœur d'Amanda se marie avec un immigré irlandais. Et pour les aider à s'installer, Amanda offre la commode à sa sœur et son nouveau mari. Les deux moururent quelque temps après. C'est ainsi que durant 200 ans, ce meuble qui est passé de génération en génération, de famille en famille, a laissé derrière lui 18 morts. À peu près tous vont mourir dans l'année qui suivait le moment où ils y ont mis leurs vêtements, et parfois même moins d'une semaine après. La fin de cette malédiction touchant tous ceux qui oseraient utiliser cette commode va avoir lieu en 1946. La commode est alors dans la famille Cleveland depuis 1915 et déjà 5 personnes, dont 4 des enfants Cleveland, sont décédés. Aussi, la mère de famille est déterminée à mettre un terme à tout cela et demande conseil à sa servante pour savoir si elle aurait des connaissances suffisantes pour rompre une malédiction. La servante s'appelle Sally et elle a travaillé une bonne partie de sa vie pour les Cleveland. Sally expliqua alors à Virginia Cleveland le modus operandi. Tout d'abord, Virginia a dû mettre la main sur une chouette morte sans l'aide de personne. Ensuite, il fallait prendre les feuilles d'un saule planté par un ami, les faire bouillir pendant une journée sous la vue de la chouette, puis mettre le liquide dans une cruche et l'enterrer avec l'anse tournée vers l'est sous un buisson en fleurs. Si le sortilège venait à fonctionner, soit Virginia ou Sally vont mourir avant que les fleurs du buisson ne soient toutes tombées. Sally s'est éteinte en septembre. Nous avons donc là un objet chargé d'une énergie extrêmement négative, créé à partir du sang d'un défunt, et c'est par une autre mort que l'envoûtement a pu se dissiper. Toute cette histoire est expliquée en détail dans le musée d'histoire du Kentucky, où cette commode est aujourd'hui exposée. Avant de conclure cet épisode, je vous avais promis que je vous reparlerai de The Englishman, cette peinture faite à partir du propre sang de l'artiste qui a la réputation d'être hanté. Son propriétaire, c'est Sean Robinson, un Anglais d'une 40aine d'années qui a hérité de la peinture de la part de sa grand-mère. Depuis tout petit, il a toujours été étrangement attiré par le tableau qui se trouvait dans le grenier de son aïeul. En effet, sa grand-mère n'aimait pas l'énergie qui se dégageait de la toile et a préféré la stocker loin d'elle. Mais Sean, lui, en était presque omnibulé, raison pour laquelle sa grand-mère a tenu à lui offrir la toile à sa mort. Alors marié et père de famille, Sean a ramené le tableau chez lui et immédiatement, d'étranges événements ont commencé à se produire. En général, les phénomènes se produisaient entre 3 et 4 heures du matin, la fameuse heure des sorcières. Les phénomènes allaient de coups dans les portes à des bruits de pas dans le couloir, mais aussi le couple Robinson s'est mis à entendre des cris venant de nulle part. Et surtout,
d'atroces cauchemars ont commencé à toucher tous les membres de la famille. Sean Robinson se souvient aussi avoir vu une silhouette au pied de son lit alors qu'il venait de se réveiller au milieu de la nuit. La légende qui entoure cette peinture voudrait qu'elle ait été faite à partir du sang de l'artiste mélangé à de l'huile, mais qu'en plus, peu de temps après avoir terminé son œuvre, l'artiste se serait suicidé. Cette histoire, Sean la tient de sa grand-mère. Histoire véridique ou pas, Sean est dans tous les cas convaincu que son tableau est hanté. Et d'ailleurs, il alimente YouTube de nombreuses vidéos qu'il enregistre avec sa toile. C'est ainsi qu'on peut voir entre autres une porte se fermer toute seule dans la pièce où se trouve la peinture, des grattements autour de la toile et d'autres bruits étranges. Sur l'une des vidéos, on voit même la peinture tomber toute seule au milieu de la nuit. Sean autorise même différents groupes d'enquête anglais à venir faire leurs propres expériences afin de documenter de nouveaux phénomènes. Toutes les vidéos terminent sur la page YouTube de The Englishman. À plusieurs reprises, le propriétaire du tableau a dû faire des communiqués pour rappeler que sa peinture n'est pas à vendre et qu'elle est placée dans un local loin de sa maison. Car de nombreuses peintures, se faisant passer pour l'authentique, ont commencé à arriver sur des sites de vente en ligne. Comme ce tableau qui a défrayé les chroniques en mars 2022 pour avoir fait de la vie un enfer à son nouvel acquéreur. De premier abord, on pourrait penser que la toile a été faite par un enfant, tant les traits sont grossiers. Mais c'est un coup de cœur qui a donné envie à celui qu'on dénommera Paul, le désir de l'acquérir en se baladant dans un vide-grenier. La vendeuse mit en garde le jeune homme que ce tableau était de mauvais augure et qu'il était préférable de faire attention s'il venait à confirmer son choix de l'acheter. Mais l'envie n'en était que doublée puisque Paul est un collectionneur d'objets étranges, donc cela l'a encore plus motivé pour acheter cette peinture dont une notation en bas du tableau indique qu'elle a été peinte en 1967 avec les lettres MNP, ce que Paul aujourd'hui traduit par Many Nightmares and Phobia, beaucoup de cauchemars et de phobies. Quelques jours seulement après la transaction, Paul regrettait déjà de n'avoir pas écouté l'avertissement partagé par la vendeuse. Pour lui, ce fut le début d'un engrenage dramatique et insidieux auquel il a encore du mal à se remettre aujourd'hui. Tout a commencé par des difficultés à dormir. Puis, il y a eu une infestation de sa maison par une colonie d'insectes. À cela, s'est ajoutée la mort soudaine de son hamster, alors qu'il allait encore très bien la veille. Et pour continuer la roue de l'infortune, Paul est subitement tombé malade, en plus de régulièrement souffrir de malaise du jour au lendemain. Ses amis ont commencé à lui tourner le dos, ajoutant alors un extrême sentiment de solitude. Or, la seule chose qui avait changé dans sa vie, au début de cet enchaînement infernal, a été l'achat de cette peinture. Pour tenter de stopper cette déchéance, Paul a bien sûr pensé brûler la peinture, mais par peur que l'esprit se réfugie dans un autre objet, il préféra tout simplement passer le relais à une personne qui soit ne croyait pas en tout cela, soit au contraire à quelqu'un qui s'y connaît et désirait étudier l'objet. Paul mit en vente la toile sur eBay pour 50 $, prix auquel il l'avait acquis sur le vide-grenier. Le titre de l'annonce donnait immédiatement le ton. Attention, peinture maudite vintage de 1967. Avertissement. Et dans l'état général de l'objet, on pouvait lire « La peinture est un peu poussiéreuse et beaucoup maudite. Acheteur, méfiez-vous ». Malgré cet avertissement, ou grâce à cela, la vente fut fructueuse, puisqu'après une bagarre de 39 enchères, le tableau a été adjugé à 1 750 $. Une jolie culbute qui, nous espérons, permettra au malheureux Paul de clôturer ce tumultueux chapitre.
feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.